parle des holdings royales. Il dit qu'un Marocain, quand il se lève le matin, premier truc qu'il fait, c'est faire gagner de l'argent à la monarchie. Il boit du lait de centrale laitière, il va chez son Conduit une banquier, bah, la banque voiture elle de appartient au Sofiane, roi. Là, voilà, financée par Tijari Wafa Bank, assurée par voilà. Wafa Assurance. Sa maison est de Doha ou de Aqua, qui sont une société écran de la monarchie. Il a pris un crédit de chez Tijari. Il parle au téléphone Orange au Maroc Télécom. C'est en quelque sorte une Sienda moderne, une Sienda à la mexicaine, où l'homme rentre, où le patron rentre avec la cravache et tous les esclaves sont là pour travailler toute la journée, pour, en quelque sorte, en fin de journée, il les paye avec des pesos qui leur permettent juste de revenir le lendemain pour continuer le travail. Et ça, c'est très dangereux. Et ça, c'est très dangereux pour la cohésion d'un peuple. Mohamed, est-ce que c'est bien le professeur Mohamed? Oui, c'est moi-même, voilà. Ah, bah écoutez, sous Voilà, vos applaudissements quand même. merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà, je suis monté malgré, je dirais, une journée très fatigante. J'avais 2 grands examens aujourd'hui, mais voilà, j'ai tenu quand même à monter parce que c'est un sujet très intéressant, très pertinent. Et donc, franchement, je ne sais pas par où commencer, mais je vais quand même essayer, pas pour caricaturer, mais on parle souvent, et d'ailleurs, je crois que tu avais organisé des lives à ce sujet-là, de cette aide de 47 euros. Tout à fait, exactement. J'en ai fait 2 et j'en ferai d'autres hein, parce que c'est ridicule. Voilà, qui allait être destiné à 1 million de Marocains pour les sortir de la misère. Donc, ça ne fait plus ou moins 47 millions d'euros. 47 millions d'euros, c'est à peine le 6e de la liste civile royale. Ça veut dire le budget qui est consacré à la gestion du palais et à Mohamed VI. Et dans dans ce budget de 270 millions d'euros pour gérer donc disons les frais de fonctionnement des palais de Mohamed VI, de ses conseillers, etc. On a à peine 47 millions d'euros qui est consacré à 1 million de Marocains. Donc ça nous donne l'ampleur vraiment de la moquerie, le poids du mépris de ces pauvres Marocains, de ces misérables. Vraiment, je prends la métaphore de Victor Hugo, mais vraiment, on a des Thénardier riches, pas les Thénardier pauvres, mais on a des Gavroches vraiment qui sont prêts à mourir aux barricades parce que enough is enough avec ce régime. Il y a ce qui a été utilisé, il parle de cette relation incestueuse. Moi, je parle tout simplement, il faut pas aller par 4 chemins. On est dans un système, comme le dit Chris Amir Amin, plutocratique. C'est le mariage de l'argent et de la mauvaise politique. Pourquoi je dis le mariage de l'argent et de la mauvaise politique? Parce qu'eux-mêmes ne respectent pas les règles qu'ils ont votées ou bien qu'ils ont fait voter. Est-ce que Mohamed VI ou bien le holding royal paye des impôts au Maroc? Non. Selon Moumen Diouri, qui avait écrit à l'époque le fameux bouquin sur Hassan II, à qui appartient le Maroc, sur la fortune de Hassan II, comment elle a été constituée, sa gestation et comment il est arrivé à sa mort, donc à être estimé à 11 milliards de dollars. Hassan II n'avait pas de palais au Togo. Le palais du Togo a été acheté par Mohamed VI. Hassan II avait des biens immobiliers à Paris, entre autres une maison avenue Foch où résidait sa fille Myriam à un certain moment, juste après son divorce, pour qu'elle puisse oublier un petit peu ses déceptions amoureuses. Et maintenant, c'est sa femme, sa veuve, donc Latifa, qui vit dans ce grand appartement qu'on estime aujourd'hui à 8 entre 8 millions et 10 millions d'euros. Et puis il y a le fameux château de Bête, ça, c'était, c'est vrai, un héritage qui devenait de Hassan II. Le reste, toutes les acquisitions parisiennes du sud de la France, etc., ont été acquis du temps de Mohamed VI. Et on parle même d'une maison somptueuse en plein Amsterdam et une autre à Utrecht pour être très proche
des boîtes de la joie de Trek, parce que Mohamed VI a l'habitude de les fréquenter régulièrement. Mais ça, c'est sa vie privée. Je ne m'étalerai pas là-dessus. Et on n'oublie pas le fameux palais de maître ou la maison de maître qui a été acheté au pied de la Tour Eiffel en plein, vraiment, crise de Covid, où le PIB marocain était estimé à l'époque à moins 6,5% et le taux de croissance d'Almada, le chiffre d'affaires d'Almada, était de 5,8%. Alors, chercher l'erreur, moi je veux bien. L'économie marocaine dans son ensemble allait très, 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 très mal, mais d'un seul coup, le holding royal qui ne paye pas d'impôts réalisait un taux de croissance de 5,8%. Donc là, on peut se poser quand même des questions. Il ne suffit pas d'être donc une lumière ou un grand savant ou un grand connaisseur du rouage de l'économie pour pouvoir comprendre donc ce qui se passe. Bien entendu, c'est une économie, je veux dire, monopolistique où il y a quasiment tous les segments économiques sur lesquels le MADA a misé, il n'y a quasiment pas de concurrence. Des études qui ont été faites, ils disent qu'il y a l'effet de la concurrence sur tout ce que possède Mohamed V qui ne dépasse pas 10%. Vous imaginez, on a un secteur bancaire au Maroc dont l'ensemble de son entièreté, son taux d'agressivité par rapport au holding royal, il est de 10%. Vous imaginez, on est quasiment dans un système, quasiment comme si on a donc une nationalisation, sauf que le Tijara Wafa Bank, avec l'assurance, avec tout ce qu'il comporte comme service, appartient au roi, qui n'appartient pas à l'État. Ce sont les caractéristiques d'une économie où il y a un grand monopole. C'était le cas de l'économie suédoise, par exemple, dans les années 60, il y avait des secteurs comme l'automobile, etc. On pouvait voir ces chiffres-là. Mais là, on savait que Volvo et Saab appartenaient à l'État suédois. C'est normal qu'il y a un monopole étatique, etc. Et on a ouvert un tout petit peu les portes à un certain nombre d'entreprises étrangères. Donc, on ne sera pas étonné que la concurrence, par exemple, dans le secteur automobile, était plus ou moins de 10% en termes d'agressivité par rapport au secteur national. Mais ici, c'est le roi qui a ces faveurs-là. Donc, tout ce qui l'a investi au Maroc n'est pas menacée par une concurrence agressive, qu'elle soit le Inuit, qu'elle soit donc tout le tableau qui a été affiché tout à l'heure par Adnan, donc à juste titre, est un tableau très pertinent, très intéressant. Et ça nous donne vraiment cette machine pieuvreuse royale. Et quand je dis le holding royal, à côté de ça, il n'y a pas comme Mohamed VI qui bénéficie de 270 millions d'euros. Tout, je veux dire, les membres de la famille royale, sans exception, ont des dotations. Ils introduisent des frais de fonctionnement. Quand Myriam se déplace quelque part à Paris, quand elle se déplace en Italie, idem pour Rachid, idem pour Hasna, etc., etc., ils introduisent les notes de frais de fonctionnement et ils sont remboursés. Si, par exemple, Myriam entame des travaux dans son petit palais de Rabat, elle introduit des frais de fonctionnement. Le Ma'allim qui vient faire des travaux, etc., chez elle, il est payé aux frais des contribuables marocains. Et en retour, il ne paye pas d'impôts. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis, il y a une vidéo que vous pouvez trouver facilement sur YouTube. C'est un entretien journalistique entre Anne Sinclair et Hassan II. Et ce qui circule pour le moment, c'est une question concernant les riches et les pauvres au Maroc. Alors, la question qu'il lui avait posée à l'époque Anne Sinclair, il lui a dit « Majesté, est-ce que les riches au Maroc sont beaucoup plus riches, deviennent de plus en plus riches, pardon, et les pauvres de plus en plus pauvres ?» Hassan II était tellement déstabilisé, il n'attendait pas. Donc, quand on lui pose cette question, il lui a dit « Oui, il y a un peu de vrai, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Je ne dirais pas que les riches deviennent plus riches et que les pauvres deviennent plus pauvres, mais ce que je peux dire, c'est que les riches sont des mauvais payeurs d'impôts avant de conclure, de dire, vous savez, les riches ne payent pas d'impôts au Maroc. Les études qui ont été… Juste une chose très importante pour souligner ce que vous avez dit à l'instant,
par rapport aux deniers publics qui sont dépensés pour la famille royale, parce qu'il n'y a pas que la personne du roi, toute la famille royale touche un salaire. Cousin, cousine, Oui, sœur, oui, ainsi de suite. oui. Je donne un exemple concret, et là je parle de faits concrets, d'accord. Je ne dirais pas le nom hein, par décence ou quoi. Une des sœurs du roi de feu Hassan II, euh, et ça c'est de sources claires, certaines, nettes et précises, d'accord, touchait 750 000 euros par mois d'argent de poche. Et tout était gratuit, bien évidemment. Donc ça, c'est un exemple. Je pourrais m'étaler des heures, faire des documentaires sur ça, faire des enquêtes, mais ça, je vous donne un chiffre vrai, clair, net et précis et de ce que je connais. Une sœur de Hassan II qui touchait comme salaire mensuel d'argent de poche, parce que tout est gratuit, je ne parle même pas des business qu'elle a. Alors, 750 000 euros par mois, vous imaginez? Voilà, je vous laisse à votre Merci argumentaire, très beaucoup. cher Mohamed. Merci beaucoup. Donc, je continue. Donc, qui porte alors sur ses épaules, qui porte, parce qu'on sait très bien qu'il y a une grande, je veux dire, masse mercantile, je ne dis pas bourgeoisie, parce que la bourgeoisie, c'est une classe sociale qui a de l'argent, qui a de l'intelligence et qui a un sentiment patriotique, qui paye ses impôts, qui apporte les lumières, qui fait du mécénat, de la philanthropie. Donc, le Barba n'ont pas ces caractéristiques. Ce sont des mercantiles, des gens qui cherchent le lucre, les intérêts, amasser des fortunes financières, mais sans vraiment tenir compte de ce qui va avec pour pouvoir être appelé bourgeois. Donc, c'est le concept en sciences politiques. Donc, qui porte cet impôt? Parce qu'on sait très bien qu'il y a 30% de l'impôt marocain de l'économie marocaine qui ne paye pas d'impôts non plus, c'est l'économie informelle. Moi, je ne l'appelle pas l'économie informelle parce que les caractéristiques au Maroc de l'économie informelle, c'est l'économie de la débrouillardise. Parce que l'informel, si on rentre à définir d'une manière conceptuelle, c'est quoi l'économie informelle? L'économie marocaine, donc qui bureau les cigarettes en détail, ceux qui viennent et qui décident que le parking lui appartient et puis qu'il va garder les voitures et quand il vient chercher ta voiture, tu lui donnes 2, 3, 4 dirhams, ça, c'est pas de l'informel. C'est carrément, on est à la limite d'une économie criminelle. Je veux dire, voilà. Donc, alors, on utilise beaucoup par pudeur. Surtout, l'erreur a été faite par un certain nombre d'économistes marocains avec lesquels j'ai eu des débats, comme M. Akasbe et tout. On utilise l'économie de la rente. L'économie de la rente, l'économie saoudienne, dans sa grande majorité, est une économie de la rente. Parce que c'est une économie qui se base sur la vente d'une matière première déterminée qui est le pétrole, etc. Il y a beaucoup de... Mais celle qu'on essaye d'appeler au Maroc l'économie de la rente, ça veut dire avoir un agrément gratuit, avoir donc donc l'exploitation des sables pour vraiment dépouiller les plages de leur sable et détruire la faune et la flore et même, je dirais, la beauté, les paysages naturels au Maroc. Ça, ils appellent ça une économie de la rente. Non, c'est une économie criminelle. C'est une économie criminelle sur le plan environnemental, sur le plan de la prise en otage du développement durable, sur le plan de la responsabilité sociale des entreprises, etc. Parce que les entreprises qui ont une responsabilité sociale et sociétale doivent tenir compte de 3 piliers. Le pilier économique, qui doit faire des bénéfices, ça, je ne les conteste pas, mais pas au détriment de l'humain, ça veut dire de l'éthique. Ils doivent respecter l'humain et ils doivent respecter l'environnement. Ce que une grande majorité de ces entreprises-là ne font pas du tout. Donc, on est quasiment dans une logique d'économie criminelle. Ils ne payent pas d'impôts. Ben, voilà, tu éludes les impôts, ils font l'évasion fiscale, il y a la fuite des capitaux, etc. Alors qu'on sait qu'il y a des règles claires et concis qui sont fixées par la loi marocaine et par l'office d'échange. Alors, Mohamed Sadis qui fait sortir 110 millions d'euros, alors que le Marocain ordinaire ne peut sortir par an que 10 000 euros maximum, alors qu'on m'explique pourquoi lui, il a le droit de sortir d'un seul coup 110 millions d'euros pour s'offrir un palais au pied de la Tour Eiffel. Alors, est-ce que le roi est au-dessus de la loi
Ou là, il est soumis à la loi comme les 40 millions de Marocains. Est-ce que les Marocains, ce sont des individus citoyens ou les Marocains sont des sujets? Donc là, ce sont des questions de fond qu'il faut apprendre à… Moi, je refuse d'être un sujet. Je refuse d'être un sujet d'une personne. Je ne suis pas le sujet d'une personne prêt à être fouetté ou à être flagellé. Je ne le suis pas du tout. Et donc, et en plus, ce qu'on constate, c'est que tous les scandales de ces 20 dernières années, ça veut dire juste dans la foulée du règne de Mohamed VI, ces noms ont apparu quasiment de tous les scandales. Les scandales des comptes numérotés des banques suisses, USBC. Son nom est apparu. D'ailleurs, il a eu même la connerie de répondre dans le journal de Monde sur ce qu'on lui avait en déclarant que tout a été fait d'une manière conforme à la loi marocaine, etc. Et il fallait attendre que des spécialistes de la finance internationale et qui connaissent un petit peu le droit économique marocain ont répondu, ont dit non, et ils racontent des salades. Ils ne respectent pas le droit marocain. Mais aucun Marocain, qu'il soit économiste, qu'il soit financier, qu'il soit fiscaliste, d'une manière anonyme ou pas, n'ont pas osé répondre. Ça, c'est vraiment une lâcheté intellectuelle, mais incroyable. 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 Il y a eu les scandales de Panama Papers. Leurs noms, quasiment tous sont apparus. Il y a eu le Pandora Paper. Kif, la même chose. Puis les scandales, le coup d'État, si on peut l'appeler comme ça, le Togo. Et ce qu'on a trouvé dans ce fameux palais, les lingots d'or, l'argent liquide, le bazar, etc., etc., etc. Donc, on peut se poser des questions sur cette monarchie, sur ce monarque, sur ce marzen, alors qu'on ne vient pas me dire que tout va bien au Maroc. Les statistiques internationales qui nous viennent des institutions onusiennes qui ont un rôle neutre. Le Maroc fait partie des Nations Unies. Et les institutions onusiennes comme le PNUD, qui nous parle d'un taux d'analphabétisation, il y a l'Oumia, presque flirtant avec 47%, c'est 46, je crois, 8%. Alors qu'on est presque plus de 70 ans après l'indépendance. Vous savez, parce que tout à l'heure, on parle… C'est effrayant, c'est presque la moitié de la population marocaine. Bien entendu, le monde rural est sacrifié. Le monde rural est pris en otage sur le plan du développement économique, social, sociétal, humain, médical, tout. Le monde rural, aujourd'hui, vous savez, M. Adnan, il y a encore des gens, j'ose même pas le dire, et je vous assure, je suis en contact avec les gens les régions sinistrées. On avait beaucoup d'anciens camarades qui sont ici de là-bas, mais qui vivent à Marrakech, qui vivent ailleurs, mais qui retournent dans leur famille là-bas pour essayer de trouver des solutions et tout. Les régions qui ont été frappées par les tremblements. Il y a encore des gens sur les décombres. Il y a des gens sur les décombres, alors que toutes les institutions internationales, des organisations internationales ont demandé d'intervenir, ont demandé de l'aide. Et je me suis concerté avec des collègues qui donnent cours du droit international humanitaire. Il m'a dit, c'est un crime contre l'humanité. Tu peux peut-être empêcher un pays voisin d'intervenir, mais tu ne peux pas empêcher les ONG de ce pays voisin d'intervenir. On ne peut pas empêcher le Croissant Rouge algérien d'intervenir pour aider les Marocains. On ne peut pas empêcher la Croix-Rouge suisse ou française pour intervenir et aider. Mais tu peux empêcher l'armée algérienne ou je ne sais pas quoi. Tu peux avancer, oui, c'est un pays plus ou moins ennemi. Le Croissant Rouge algérien, tu ne peux pas l'empêcher. Tu ne peux pas l'empêcher. C'est non-assistance à peuple en danger. Et ça a été fait au Maroc et c'est la première fois dans toute l'histoire de l'humanité, on le fait. Les Syriens qui étaient hostiles quasiment à tous les pays du Moyen-Orient, aux pays occidentaux, quand il y a eu le tremblement en Syrie, ils ont ouvert leur pays, ils n'ont pas dit, toi tu viens pas, venez nous aider, on a besoin de vous. Et ici, franchement, on n'est pas en guerre, on n'a rien, et on a quasiment refusé, l'intervention de tous les gens qui étaient de bonne foi pour venir intervenir dans cette région de Taloudant et El Haouz. Et on a ouvert la porte, et qui était un coup de pub, soi-disant, mais raté à
à 120%, c'est lui d'ouvrir, soi-disant, la porte donc aux sionistes et de venir, soi-disant, pour nous aider. Et puis, voilà, ce coup marketing, on voit des sionistes avec la croix David en bleu, là, en train de serrer les victimes. On leur dit, Ser'engo, Ser'engo, vous savez, c'était scandaleux, scandaleux. Il y a des gens, ils ne comprenaient pas, etc. Donc, ça, c'est le Maroc politique. C'est ça le Maroc dont on ne veut pas. Ce Maroc-là, personne n'en rêve. Ce Maroc, c'est un cauchemar pour le commun des mortels marocains. Il y a aujourd'hui même une élite qui commence à dire enough is enough, une élite qui commence à se réveiller, qui commence à sortir dans la rue, manifester. On voit maintenant les instituteurs, l'Asatida, etc. et tout. Il y a un moment où il faut dire stop. Alors, on parlait de la fortune tout à l'heure. Donc, quand on lit le bouquin de Moumen Diori à qui appartient le Maroc, ou bien quand on lit les deux livres des deux frères Bourikat, Midhat et Ali Bourikat, quasiment tous les trois parlent d'une situation. C'est le premier voyage qui a été effectué par Hassan II, encore prince héritier, à Paris. Vous savez qui a pris en charge donc financièrement ce voyage? C'était deux juifs marocains, Burdugo et Asraf. Burdugo et Asraf. Ça veut dire la famille royale, il avait sur son compte bancaire 0 francs français. Donc, on ne peut pas venir aujourd'hui et me dire que voilà, après, qu'est-ce qui va se passer? C'est le partage, disons, des terres agricoles coloniales. L'objectif au départ était politique pour créer une féodalité rurale, pour contrecarrer le prolétariat des grandes cités urbaines de Casablanca et d'autres endroits, surtout Tanger, etc. Et donc, on voulait créer une élite rurale. Waterbury, elle en parle super bien dans son livre le commandeur du croyant, et surtout Rémi Liveau qui a consacré toute une thèse de doctorat, le fellah marocain défenseur du Tran, qui est traduit maintenant en arabe, le fellah al-maghribi hamil arsh. Et donc voilà, la famille royale est partie avec 0 balles au départ, 0 balles sur ses comptes. Les palais, chauffe, les palais ont été une donation faite par la France, à la famille royale. Un autre contrat qui a été signé au moment d'Aix-les-Bains, avec l'accord de toute l'élite du mouvement nationaliste marocain, c'est que la famille royale, puisqu'il n'avait pas de revenus à l'époque et que l'État marocain n'avait pas beaucoup d'argent dans sa caisse, on a décidé de lui donner une quote-part du revenu du phosphate. On ne connaît pas la quote-part. On parle de 3%, on parle de 4%. Il y a ceux même qui arrivent, Moment Diori a osé, il est arrivé jusqu'à 10%. Mais moi, je n'étais pas d'accord avec lui pour ce chiffre-là. Je trouve que c'était quand même trop exagéré. Mais les 3-4%, je crois que je suis preneur. Donc, parce que, soi-disant, l'État marocain n'allait pas subvenir aux besoins de financement du palais, alors on a dit, puisqu'il y a une ressource qui est là, qui est palpable, qui est rentable et qui se vend, alors vos premiers revenus vont venir de là. Alors, ce qui va se passer en 66, ça a été déjà la constitution de 62, mais on a continué à vivre avec les revenus qui venaient du phosphate. Mais en 66, on va voter, ça veut dire on va opérationnaliser, j'utilise les termes concrets, on va implémenter, opérationnaliser la liste civile, et à ce moment-là, on a voté un budget qui va bien sûr évoluer au fil des années pour devenir aujourd'hui 270 millions d'euros. À l'époque, je ne me souviens pas c'était quoi, mais c'était quand même assez conséquent. Donc automatiquement, en plus des revenus de phosphate, on a un budget pour les frais du fonctionnement du palais. Mais on a, au lieu de dire, OK, puisque maintenant vous avez une liste civile, donc on arrête les revenus d'Ial-Phosphate. Personne n'a osé le dire, on a continué à les toucher, et apparemment on continue encore à les toucher, mais personne n'en parle. Les économistes marocains n'en parlent pas, les gens de l'OCP, personne n'en parle. Donc on a des rumeurs qui viennent parfois
de l'un ou de l'autre qui est mécontent, qui a quitté l'OCP et qui vient se réfugier en Europe. Et puis voilà, parfois ils disent oui, non, non, ils continuent encore à la toucher, etc., etc., etc. Et où la grande astuce, comme disaient les Marocains, la grande trolib, c'est que par après, au moment où on commence la marocanisation, Hassan II va décider de vendre les palais à l'État marocain. Il dit, moi je suis un haut fonctionnaire de l'État, je suis le garant d'El Hamil Millaouddin, je suis le garant de la nation et de la religion, je ne vais pas continuer à faire payer ma propre résidence officielle, alors que le Premier ministre a de la résidence Diallo, alors qu'il y a beaucoup de hauts fonctionnaires, ils ont leur résidence, les commissaires ont les résidences, c'est quoi ça? Alors, ils ont acheté l'État marocain, enfin, quand on dit l'État marocain, restons avec la conception d'il y a Louis XV, l'État c'est moi. Ça veut dire Hassan II a vendu à lui-même, l'État c'était lui. Donc, mais l'argent est rentré sur ses propres comptes. Et Mohamed Diori nous parle dès que l'argent avec lequel on avait acheté les palais d'Il Hassan II, il n'y a pas un seul centime qui est resté au Maroc. Tout a subi donc une évasion, une sortie du pays. Donc il y avait l'évasion fiscale. Imaginez, à l'époque, il y avait en 1974, c'est vrai, il n'y avait pas tous ces palais-là, mais il y avait quand même assez de palais au Maroc pour tirer donc un bon pactole. Voilà, c'était quoi Hassan II? Voilà, c'était quoi? Donc, il arnaque même l'État qu'elle prétend, je veux dire, gouverner, dans lequel il règne, dans lequel il gouverne, etc., etc. C'est pour cela, moi, quand j'ai entendu Yassine et les autres Ikhwan Lidazour, je me suis dit, mais attends, est-ce que c'est moi qui viens de Mars, ou bien de Vénus, ou je ne sais pas d'où, alors que ce sont des chiffres qui ne sont pas difficiles à trouver. Tu lis Le Roi Prédateur, tu lis Mohamed Diori, tu lis un certain nombre d'articles du Canard enchaîné, tu vas chercher un petit peu quand le monde était encore un tout petit peu sérieux dans les années 60 jusqu'au deuxième coup d'État d'IL 72. Là, le monde était très critique par rapport au Maroc. Mais je trouve qu'il était beaucoup plus juste qu'est-ce qu'il en est maintenant, parce qu'une fois le monde devenait propriété de Berger, donc l'amant de Yves Saint-Laurent, bien sûr, tous les deux sont morts maintenant, mais une fois qu'ils ont fait l'acquisition du journal Le Monde, le journal de Le Monde, je crois qu'elle a pris une tournure qui était beaucoup plus favorable au Maroc et qui ménageait beaucoup, beaucoup, beaucoup le Mkhzen marocain. Donc aujourd'hui, la presse en France, en dehors, je veux dire, de Mediapart ou de l'un ou de l'autre, je ne crois pas qu'on va avoir beaucoup d'informations très critiques sur le Maroc. Voilà, donc je vais m'arrêter là et merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci infiniment, Mohamed, pour cet exposé magistral, comme d'habitude. Vraiment très heureux de te retrouver parmi nous, sincèrement. Je pensais que tu étais perdu dans ta bibliothèque, dans tes livres et dans tes cours, mais alhamdoulilah, tu es avec nous. Et il y aura un live, j'espère, cette semaine sur l'influence de la France en Algérie et au Maroc. Est-ce qu'elle est toujours d'actualité ou quoi? J'imagine que vous pouvez beaucoup nous apporter. Parfois, je te tutoie, parfois, je te vous vois. Ne m'en veux pas, Mohamed. Voilà, je tutoie le Marocain ami, citoyen, et je vous vois le professeur. Voilà. Non, 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 non. Ici, c'est vraiment le Marocain citoyen. Parce qu'à un certain moment, dans des auditoires, on a quand même un certain droit de réserve, etc., sur un certain nombre de choses. Mais ce genre de choses, je le raconte à mes étudiants. Parce que, voilà, il y a beaucoup de neutralité axiologique, parce qu'il y a beaucoup de choses conceptuelles. Je ne raconte pas. Je ne raconte pas. Je parle avec des chiffres. Je les mets en évidence, je donne des références, etc. Voilà. Donc, ce n'est pas dogmatique, ce n'est pas idéologique,
mais tout à fait, c'est un travail de recherche parce que souvent, on a introduit un truc au Maroc et qui est catastrophique. Ça veut dire ne personnalise pas. Je ne personnalise pas. Ce sont des données qu'on peut trouver, je veux dire, dans la presse internationale, dans les revues très sérieuses et qui concernent Coubertin, par exemple. Il a écrit 2 articles, ils sont des articles scientifiques sur le bilan du règne de Mohamed VI. Il y a énormément de choses que je viens de dire, je vous assure, ils se retrouvent là-dedans. Et c'est publié dans des grandes revues scientifiques. Mais sauf qu'au Maroc, voilà, pour eux, la critique constructive, ils la confondent avec le manque de respect. Parce qu'au Maroc, ils te disent, oui, mais il y a un article dans la Constitution, on doit du respect à Sa Majesté. Parce qu'aujourd'hui, le roi n'est plus sacré. Donc l'article qui donnait la sacralisation à la personnalité du roi, c'était une des revendications du 20 février, est tombé, mais on l'a changé par on doit du respect. Moi, je leur dis, on doit du respect à l'humanité tout entière. Il n'y a pas de raison qu'on doit du respect uniquement au roi, parce que le reste, ce n'est pas du bétail. Voilà. Merci beaucoup. Retrouvez le live complet en cliquant ici. Pour participer ou suivre le prochain live, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche.